donc où on va décortiquer, notamment avec en la personne de Fabien qui se présentera tout à l'heure, le invoicing et le reporting. On a une époque un peu, on va dire une période un peu charnière là, en tout cas nous on le trouve, vis-à-vis des échéances de la réforme. Et donc voilà, on vous accueille aujourd'hui avec grand plaisir pour en parler. Alors de mon côté, je suis responsable marketing des solutions de paiement, donc Florent Faguet, en charge de la promotion donc de notre, solution de facturation électronique. Et puis, Fabien, de ton côté, je te laisse prendre la main juste pour, Oui, nous dire donc un petit peu Fabien qui tu es. Piffre, moi donc je travaille au sein de la BU Invoice et plus particulièrement au sein du pôle PDP sur les sujets compliance et en ce moment, les sujets du moment, c'est évidemment PDP et BILAC qui arrivent juste derrière. Merci. Donc, de mon côté, pour ceux qui nous connaissent pas, en tout cas qui ne connaissent pas, le groupe Tessie, je vais, le présenter, assez rapidement. Donc en fait, Tessie, on est un groupe voilà, qui représente à peu près un groupe français, implanté donc à l'international. On représente un peu plus de 530 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a un peu plus de 13 000 collaborateurs qui sont répartis dans 15 pays. Alors, notre promesse, c'est quoi? C'est celle de créer de la valeur en fait pour nos clients. On va aller associer le meilleur de la technologie et le meilleur de l'humain, afin de proposer un large éventail, d'offres et de services. Alors celles-ci, elles prennent, vie au sein de plusieurs domaines d'activité, hein. Tout d'abord, on a, ce qu'on appelle, le BPO, le BPS, l'externalisation des processus métiers. C'est-à-dire l'externalisation, de ce que nos clients, nous confient ou n'ont pas, envie, tout simplement de gérer en interne. On a aussi un domaine qui est donc l'édition de logiciels, c'est tout ce qui va avoir trait à la technologie et au sein de laquelle, l'activité, facture électronique, on va dire a lieu et se manifeste. Et puis on a un autre domaine d'activité qui est donc trait au conseil et intégration. Donc l'activité, si on en revient un petit peu à notre mouton, à notre sujet, l'activité donc facture électronique chez Tessie, c'est un historique depuis 15 ans d'expérience dans la dématérialisation des factures. Alors l'activité Invoice au sein du groupe, c'est un peu plus d'une centaine d'experts, hein, qui sont des experts à la fois de la réforme, mais aussi des processus financiers et donc prêts à accompagner donc nos clients. Alors nos clients, on a un peu plus de 150 clients aujourd'hui, puisqu'on avait un positionnement majoritairement grandes entreprises. Et dorénavant, maintenant, vers les grands ETI et les ETI, avec une offre qu'on a, voilà, qu'on a adaptée, plus spécifiquement pour ces tailles d'entreprise. Et nos équipes donc les accompagnent dans la réussite de leur mise en conformité dans leur conformité et aussi celle de leur transformation digitale, avant projet, pendant et après. Alors aujourd'hui, on compte un peu plus de 120 millions de flux de factures entrantes et sortantes qui sont embarqués sur une plateforme qui s'appelle Digital Invoice by Tessie et qui est immatriculée PDP sous numéro 0006. Cette plateforme et en tout cas la couverture Tessie, c'est aussi le fait de pouvoir accompagner nos clients avec une couverture non pas que France, mais aussi à la dimension européenne et internationale en s'appuyant sur le réseau PayPal et sur des partenaires externes tels que Sovos pour pouvoir justement voilà, être au plus près des attentes vis-à-vis des réglementations locales. Côté, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais toujours en transition, en tout cas, désolé pour cette transition, mais c'est celle que j'ai trouvée, c'est de voir un petit peu à peu près un peu plus, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, une dernière nouvelle, qui est apparue donc pour ceux pour lesquels ça aurait échappé, qui est une nouvelle, du 15 octobre dernier. C'est Bercy qui a informé donc le marché, ou en tout cas nous a tous informés d'une décision de recentrer le PPF sur ses fonctions de gestion de l'annuaire et de concentration, des flux, pour, ensuite, envoyer les informations et les données à la DGFiP, à l'administration, avec la raison que c'était un petit peu le seul moyen de tenir le calendrier initial. Donc une limitation qui est pas sans effet, puisque ça veut dire que l'État et l'administration, fait fi, de la partie, on va dire, portail, service, notamment cette gratuité, qui était,
qui était promis, ou en tout cas qui était initialement prévu vis-à-vis du marché. Donc ça n'arrange pas bien évidemment tout le monde. Et réoriente les entreprises, mais aussi les opérateurs de dématérialisation vers les PDP, ce qui est pas sans, d'ailleurs, sans conséquence. Bien évidemment, nous, on se tient à disposition des entreprises, c'était déjà le cas avant, mais aussi donc des opérateurs ou des prestataires, des fournisseurs de software et autres applicatifs pour bien évidemment leur apporter des offres en marque blanche, en marque grise, enfin, quels que soient les éléments de modèle. Donc, côté PDP, il y a cette notion d'interopérabilité sur lesquelles et pour lesquelles on avait déjà avancé. Donc, c'est pas si impactant pour nous. C'est cette notion d'interopérabilité, notamment via le réseau PayPal. Il y a par contre un certain nombre de jalons qui sont donc anticipés ou anticipés et proposés, expliqués par la DGFiP. Donc, on a eu des immatriculations qui sont tombées en fin d'été. Là, il y en a à peu près 72 qui sont donc dites sous réserve. Alors, une petite précision, ces immatriculations, elles sont sous réserve d'effectuer les tests nécessaires auprès de ce qui reste voilà, du PPF, c'est-à-dire la partie annuaire et concentrateur de flux. Donc ça, après, les immatriculations évolueront vers on va dire des états un peu plus stables qui sont des évaluations, des immatriculations après dites non plus temporaires, mais donc définitives. Néanmoins, donc on devra les renouveler tous les 3 ans. Donc Q4, il y a une réactivation des groupes de travail pour maintenir donc un premier jalon qui est en fait visé au 15 janvier, qui est un petit pilote bêta test de l'annuaire par une dizaine de PDP. Dimension et la situation actuelle fait que dire les spécifications externes de l'AIFE vont avoir on va dire un nouveau travail dessus, notamment donc côté annuaire, et puis avec la question de qu'est-ce qui se passe au niveau des cas d'usage, puisque la majorité des cas d'usage étaient en description vis-à-vis des besoins du PPF, mais aujourd'hui, si on est sur un réseau de PDP, qu'est-ce que ça change? Donc on le découvrira un peu plus tardivement cette année. Et puis, donc focus petit pilote 15 janvier, des nouvelles spécifications externes vis-à-vis du e-reporting qui, pareil, euh, maintenait une forme voilà, de flou sur certains aspects et pour lesquels il y aura on l'espère, tout cet éclaircissement. Et puis, une ouverture progressive du pilote vers l'e-invoicing, essentiellement les PDP, donc, et uniquement, là où il y avait au préalable, il y a quelques années, une volonté de faire un pilote plus large. Et puis on n'est plus, il n'y a plus de circuit A, on est essentiellement sur circuit C. Et puis dernière news que je voulais vous transmettre, c'était cette dimension, on va dire ça y est, d'approbation de la directive et de l'intention de projet d'harmonisation à l'échelle européenne qui s'appelle VIDA, qui pour le coup donc a on va dire une échéance, une date d'harmonisation pour le invoicing notamment qui est de 2030. Donc il y aura un premier jalon en 2025, mais il faut retenir donc cette échéance de 2030. Pour remettre un petit peu les choses au clair, on a encore donc un calendrier initial c'était celui qui avait été décalé, mais qui est bien confirmé, maintenu. Donc c'est cette dernière communication de la DGFiP. Donc bien se mettre en tête que 2026, c'est pour tout le monde en termes d'obligation de réception. Puis après, il y a effectivement une année je vais appeler ça de rab, ou en tout cas d'oxygène en plus pour les PME micro-entreprises. Alors, ça a changé, hein, encore une fois. Avant, on était sur 3 typologies d'entreprises, 3 phases de déploiement. Là, on n'est plus que sur donc, grandes entreprises et ETI en 2026, et puis PME et micro-entreprises en 2027, concernant cette obligation. Juste pour vous trouviez le, la petite fenêtre de questions-réponses, je vous ai mis un petit quiz pour que vous preniez dedans un petit vote. Est-ce que vous vous souvenez de la première date qui était initialement envisagée pour la première entrée en vigueur de la réforme? Je vous laisse juste quelques secondes. Alors, Michael a été le plus rapide à répondre. Alexandra, Bénédicte, 2024. Il y en a qui dégainent plus. Interdit de faire appel à Google ou ChatGPT, hein.
Bon, je vois qu'il y en a qui n'ont pas forcément répondu, mais je vais quand même avancer, sinon, enfin, on va perdre du temps dessus. Et ben, en fait, on a tendance à l'oublier, mais au début, tel que c'était prévu, c'était 1er janvier 2023. Alors il y a eu ce premier report, 2024, qui était juillet 2024, puis ensuite, maintenant 2026-2027. Donc voilà, on part de loin, ça a mis son temps, mais néanmoins, là, il y a vraiment un cap sérieux avec des échéances sérieuses. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que ça veut dire qu'on est à peu près moins de 2 ans, des échéances et je voulais vous rappeler rapidement, je vais le faire rapidement parce que c'est pas on va dire le plein la priorité de ce webinaire. Néanmoins, il y a 3 phases, dans un projet de facture électronique pour bien faire les choses. Il y a cette notion de phase de préparation, on va se mettre en mode projet. Il y a cette, cartographie, à effectuer avec notamment vraiment une place importante, de cette mise à jour et d'enrichissement des référentiels pour être sûr de bien envoyer les factures, avec les bonnes informations et aux bonnes personnes et puis surtout d'être en capacité aussi, donc de les recevoir et de les payer et donc de se faire payer. Donc ça, c'est un premier aspect, avec les analyses qui vont bien une fois qu'on a fait ça, donc c'est entre 3 à 6 mois. Puis il y a une phase de cadrage, où on va être là, plus dans une forme de cadrage, de définition des besoins, puis de pouvoir les rédiger et formuler, pour qu'ensuite on puisse choisir sa solution idéale, hein, et puis, certains mettent aussi des critères et des pondérations de critères parce que, à solution équivalente, ou partenaire technique équivalent, on a besoin parfois de faire son choix. Et puis, on a derrière une phase de déploiement qui peut, pareil, rajouter 3 à 6 mois. Et donc, hem, avec toute cette dimension, tout au long des projets, on va devoir, avoir les capacités de réalisation, potentiellement se faire accompagner lorsque c'est nécessaire. Ne pas oublier les parties prenantes, donc internes, mais, aussi, donc, les clients et fournisseurs qui, eux aussi, ont besoin d'anticiper, donc, d'être mis au courant de façon un peu plus, voilà, anticipée et réfléchie en amont notamment de la phase de déploiement. Et puis, d'être en mesure aussi de comprendre que ça reste un projet de transformation et qu'il faut pouvoir accompagner cette conduite du changement. Alors, c'est là où c'est important. Il faut compter entre 6 à 12 mois donc, pour la réalisation du projet. Ne vous y prenez pas trop tard. Cette petite parenthèse effectuée, donc on a, pour rappel, donc une gestion de 4 types de flux qu'il faut être en mesure d'appréhender, comprendre et aussi qui va, bien entendu concerner, les prestataires, côté, intermédiaire technique et plateforme. Donc il y a l'invoicing, on est sur des flux de facturation donc électroniques qui vont couvrir les transactions B2B domestiques, avec, au départ donc des formats du SOC qui ont bien été, donc définis, des cas d'usage qui sont plutôt maintenant, des cas métiers. Il faudra voir au niveau des spécifications techniques comment ça évolue. On a ce flux de e-reporting qui va couvrir tout ce qui n'est pas couvert au sein du invoicing et qui va être là aussi pour avoir ces flux de données déclaratifs qui soient bien envoyés, à l'administration. Donc on est sur une transmission électronique, avec des transactions, B2C, donc le consommateur et puis B2B international ainsi que les prestations de services, mais là en l'absence d'option pour la TVA sur les débits. Et puis, et là, pareil, du même sens que pour le invoicing, compte tenu de la dernière limitation du PPF, on va avoir des spécifications, techniques externes techniques qui vont évoluer, on le suppose, vers une vraie simplification. On a cette gestion des flux, côté annuaire qui, là, pour le coup, est un annuaire des entreprises qui est essentiellement donc un référentiel pour rappel qui va centraliser en fait, l'essentiel des données destinataires, hein, des modalités, vis-à-vis des destinataires, notamment sur la base de sirènes et puis, d'autres codes, des codes d'identité qui permettent notamment le routage. La possibilité d'avoir une gestion et de remontée des données aussi, dans les interfaces par les PDP et puis cette gestion du cycle de vie on va dire des factures, qui est relativement importante puisqu'elle va permettre d'avoir une photo à un instant T, de l'ensemble des statuts, ou en tout cas de où en est finalement, où en sont, les factures, qu'elles soient clients ou fournisseurs. Et donc on a des statuts, de différentes, types, certains obligatoires et puis d'autres, recommandés ou optionnels, qu'il va falloir, savoir gérer ou en tout cas dont il faut pouvoir, heu, avoir cette visibilité. Un petit zoom rapide, vraiment très rapide sur, la plateforme de dématérialisation partenaire, puisqu'elle se retrouve au cœur du dispositif et donc elle est soit en direct, parce qu'elle,
vous fournit un certain nombre de services, soit elle est en lien avec un OD, mais il va y avoir à gérer cette relation en bonne visibilité de ce que la PDP apporte. Donc il y a un rôle de tiers de confiance, hein, qui est matriculé par l'État, et on va dire, ses missions, c'est une forme de contrôle, de validation et ensuite d'aiguillage. Donc un contrôleur, valideur, aiguilleur, avec donc côté invoicing reporting, donc le fait de pouvoir contrôler et assurer la validité légale et fiscale des factures et de leur donner la qualité des données de transaction et de paiement, le fait de pouvoir recevoir et émettre les factures électroniques donc au bon destinataire via l'annuaire, cette conversion des formats qui peut être qui doit être mis à disposition avec en option et potentiellement la possibilité de faire des conversions autres que ceux du format du socle selon les besoins que l'entreprise matérialise vis-à-vis de son partenaire technique. Et puis cette notion d'extraction et de transmission à l'administration. Et puis côté cycle de vie, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a ce partage et remontée des informations. Il y a les informations d'adressage aussi qui peuvent être remontées aux clients des clients. Et puis côté annuaire, la responsabilité et le rôle de la PDP, c'est cette mise à jour. Je vous parle de cette PDP, il faut aussi la voir au-delà dans votre perception et dans votre comparaison quand vous avez on va dire des partenaires techniques ou quand vous regardez un petit peu les acteurs dans on va dire dans leur capacité. Une PDP, c'est quoi aujourd'hui dans l'amalgame qu'on peut en faire? Il y a bien évidemment tout ce périmètre de services liés à la conformité. Alors, bien évidemment, domestique France, mais faut prendre en considération les capacités à l'international, puisqu'il y a VIDA aussi qui arrive. Mais il y a surtout aussi tous les services métiers liés justement à ce périmètre d'opérateurs de dématérialisation qui faut néanmoins pouvoir prendre en compte quand on évalue les services d'une PDP. Alors, quand on est un OD et qu'on va aller chercher une PDP, bien évidemment, ça ne fait pas forcément sens. Néanmoins, quand on est une entreprise, on va aller s'adresser à une PDP ou on va dire en comparatif et en comparaison d'autres acteurs, il y a cette dimension-là qui peut rentrer en ligne de compte. Et puis, il y a une dimension service à valeur ajoutée qui peuvent être on va dire des services qui vont venir compléter en amont ou en aval de la chaîne de facturation avec une valeur ajoutée. Alors, ça s'illustre comment? De façon très rapide pour nous, je ne vais pas vous détailler cette slide, mais pour vous montrer, il y a bien évidemment en bas donc ces dimensions conformité France EU international, hein, sur Digital Invoice by TC. Il y a tout un ensemble en bleu de services liés plutôt à la dimension métier, à la dimension opérateur de dématérialisation, et puis des services qui sont propres, enfin à TC, qui sont des services à valeur ajoutée sur la droite, qui vont venir, voilà, ce que j'en parle un petit peu, venir enrichir des besoins qui sont en amont ou en aval de la chaîne de facturation. Alors, on va y trouver des audits, hein, des missions pré-projet, on va en trouver des services de mise à jour de référentiels, des capacités de campagne de remédiation. Chez Tessie, on a des centres, hein, des relations clients, des centres éthiques, des personnes qui sont là, et puis des moyens technologiques qui permettent voilà, d'aller faire un certain nombre voilà, de propositions de services à nos clients qui viennent voilà, compléter tout ça. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vais passer la main à, à Fabien. Je vais juste vérifier, parce que j'ai cru voir passer quelques pastilles côté questions et réponses, que je ne vous ai pas laissé sans réponse par rapport à certaines questions. Donc, j'ai Abderrahmane qui me disait, donc, c'est quoi la signification d'annuaire? Annuaire, j'espère que j'ai répondu en direct. C'est donc, encore une fois, cette base de données de destinataire, en fait, pour que la PDP, les PDP entre elles, puisque ça a changé, le PPF ne tient plus ce rôle, mais les PDP entre elles puissent savoir à qui et vers qui aiguiller les factures de leurs clients. On va en parler un peu. De toute façon, on va en parler tout à l'heure. Bien joué, Fabien, effectivement. Fabien, je te laisse reprendre la main. Oui, donc merci. Et donc oui, donc pour ma part, en fait, je vais essayer de vous expliquer à travers quelques slides de quelle façon vont être traitées des factures typées e-invoicing ou typées e-reporting, puisque c'est le sujet de ce webinaire. Alors vous verrez que j'ai mis quelques points d'attention également, parce que pour moi, ce sont pas forcément des clés de réussite, mais ça participe largement à la réussite de la mise en œuvre d'un tel projet. Donc là, dans ce cas-là, on est dans le cadre du e-invoicing et puis dans un flux sortant. Alors pour rappel, hein, le e-invoicing, c'est du B2B domestique
entre assujettis. Donc, on verra comment on peut le déterminer. Donc, la première action, c'est ce qui va se passer dans le traitement, c'est que vous allez nous transmettre des données de facturation. J'appelle ça, pas ça encore facture, mais des données de facturation. Le but, c'est de récupérer l'ensemble des données, nous permettant, nous, de traiter correctement la facture par la suite. Alors, pour ce faire, donc, il y a des outils qui sont très simples. Hein. Là, Florence, si tu peux cliquer sur le XML. Alors, c'est le premier outil, et vous pouvez faire l'exercice de votre côté, c'est on prend les spécifications de la réforme. Donc, c'est le dictionnaire de données tel que c'est spécifié au niveau de la DGFiP. Et puis, l'idée, c'est de rajouter, vous concernant, 2 colonnes, par exemple, qui serait la correspondance avec les données de votre SI à vous, plus à côté un commentaire ou une règle de gestion qui permet de savoir de quelle façon ça arrive et ce que l'on peut en faire. L'idée, c'est de renseigner l'ensemble de ce tableau. Alors, il y a un certain nombre de données, hein, mais et à partir de là, donc, que l'on puisse nous récupérer ces données et savoir à quoi ça correspond exactement. Cet exercice, ça fait en fait, sont généralement réalisés chez nous dans le cadre d'ateliers. Il y a la première partie qui est relativement simple, qui est tout ce qui est spécifié et tout ce qui est exigé par la réforme. Donc là, il n'y a pas trop de choix. Tout ce qui est exigé dans le cadre de la dématérialisation de la facture, et là encore, on sait quelle donnée est nécessaire, quelle donnée est obligatoire et sous quelle forme. Mais il y aura aussi le cas de métier. C'est-à-dire que ce qui est spécifié, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui est réglementaire, ce qui est exigé dans le cadre de la réforme, ce qui est lié à la TVA, mais tout ce qui est notion de métier n'est pas spécifié. Donc, le gros du travail, c'est au sujet des données métiers. Donc, c'est là que le travail s'effectue parce que dans le cadre de données métiers, il y a plusieurs possibilités. Je prends un exemple, parce que j'ai un peu travaillé dans le monde de l'automobile, un numéro de châssis de véhicule, ce n'est pas spécifié. Donc, il va falloir trouver un endroit pour le mettre. Et donc, ce document-là, une fois qu'on aura fait trouver l'exhaustivité des données à transmettre, ces données-là donc, devront nous permettre de gérer correctement vos cas métiers, les cas d'usage si besoin. Hein. Alors, juste pour la petite histoire, pour le moment, la DGFiP sort les cas d'usage de ces spécifications, mais nous dit que ce n'est pas abandonné et qu'ils reviendront vers nous avec des précisions sur le sujet. Mais les cas Juste, métiers, oui. juste pour rappeler, donc quand je disais dans la phase préparatoire, la première phase, là, cette notion, dis-moi si je me trompe Fabien, mais cette notion du coup de complétude et de gestion des références, elle est vraiment primordiale parce que si on n'a pas fait le travail, quand on s'attaque à ce fichier, bah, finalement on perd beaucoup de temps à aller trouver ce qui manque et ce qu'on a. Oui, et c'est primordial pour la suite parce qu'on va le voir dans le cadre du traitement, mais lorsqu'on a réalisé ce travail, alors après on fonctionne. Alors je reviens sur le document. L'idée, c'est aussi de dire, ça c'est le premier document. Donc on se met d'accord pour avoir la correspondance et derrière, nous, on mettra les traitements de conséquences. Deuxième solution, c'est qu'effectivement, la gestion de vos cas métiers, et ben derrière, il va falloir que en face, votre client, ou du moins sa PDP, puisse savoir à quel niveau et dans quel élément nous avons mis, par exemple, le numéro de châssis. Donc, on pourrait réaliser, alors c'est des choses qui se disent aussi entre PDP, un guide d'utilisation de messages en disant, bah voilà, moi, je suis la société X, et voilà comment je transmets mes données métiers au travers là, on se concentrera sur les formats du socle, mais en disant, voilà, dans l'UBL, moi, mes données, elles sont à tel endroit. Et donc, derrière, il y aura un accord avec la PDP au niveau réception pour pouvoir gérer et transmettre ces éléments au client. Donc ça, c'est très important et pour moi, c'est le gros du travail à faire entre un client et sa PDP. Pourquoi? Parce que tous les opérateurs de démat travaillent de cette façon-là. La plupart des PDP le font également. La première chose que l'on fait lorsqu'on reçoit des données de facturation, c'est que l'on va déverser l'ensemble de ces données dans notre format pivot à nous, donc dans notre propre dictionnaire de données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire
que la correspondance, le travail qui a été fait en amont, doit être réalisé pour qu'on puisse mettre, nous, les données dans les bonnes cases. Côté Tessie, on a fait le choix de choisir comme pivot l'UBL Extended. Alors pourquoi l'UBL? C'est parce que c'est un format du socle. Et en plus de ça, demain avec l'Europe, ce qui est préconisé dans la plupart des pays européens, c'est l'UBL de la réforme. Et pourquoi Extended? C'est parce que c'est une forme un peu étendue du format qui permet de gérer l'ensemble des données métiers. Dans l'idée que qui peut le plus peut le moins. Complètement. Et donc derrière, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que l'on a fait cet exercice, le reste, c'est pour ainsi dire du standard. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une question, on en reviendra sur le module d'éligibilité. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus que vous nous envoyez uniquement les données de la réforme dans le cas du invoicing, mais c'est de recevoir l'ensemble des factures. Et nous, à partir de ce module, on va faire le tri. Donc, dans le cas qui nous concerne, le invoicing, on va déterminer, on va essayer de savoir si c'est effectivement une facture entre entités françaises assujetties, et puis si ça rentre dans le cadre de la réforme, s'il n'y a pas d'exonération quelconque au niveau de la TVA. Et donc, ce module-là va permettre de faire le tri. Hein. Dans ce cas-là, on va aller voir l'émetteur destinataire, le code pays, c'est bien des Français. On va aller vérifier dans l'annuaire, savoir s'ils sont présents pour vérifier que ce sont des assujettis, parce que dans l'annuaire, on aura uniquement les entités assujetties. Et puis derrière, on ira voir d'autres éléments de régime de TVA, autres. J'ai vu aussi qu'il y avait des questions sur l'autoliquidation ou autre. Tout ça, on va le vérifier pour savoir si on rentre ou pas dans le cadre de la réforme. Et donc ça, c'est du standard, hein, c'est-à-dire que ça se fait à partir de notre fichier pivot. Donc ça veut dire que le traitement est le même pour tous les partenaires et pour toutes les factures. Et derrière, donc, une fois qu'on a déterminé qu'on était bien sur un flux sortant invoicing, et ben derrière, le traitement, c'est le traitement classique du invoicing avec le cycle de vie. Alors, c'est macro, hein, on n'est pas rentré dans les détails, sinon il faudrait un peu plus de 45 minutes pour expliquer tout ça. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on a une facture qui est destinée à une entité assujettie française. Qu'est-ce que l'on doit faire? On doit gérer le cycle de vie. On doit retransmettre aussi au PPF le cycle de vie. Le PPF, sur ce sujet-là, aussi réduit la voilure, c'est-à-dire qu'eux ne souhaitent recevoir que les statuts obligatoires. Alors, ça ne nous empêche pas, nous, entre PDP, de gérer l'ensemble des statuts parce que ça intéresse et le client et le fournisseur d'avoir un peu l'avis de la facture et de savoir que tout a été bien traité de bout en bout. Une fois que ça a été fait, on va aller voir aussi, alors on va créer, on va faire tout ce qui est lié à l'opération de démat, c'est-à-dire on va créer l'original, on va archiver, et en parallèle, donc on va envoyer le fameux flux 1, qui est une extraction de la facture, et tout ça c'est toujours en automatique, puisqu'on a l'ensemble des données permettant de le faire, et on va transmettre ces éléments au PPF. Dernier point, c'est qu'on va transmettre cette facture à la PDP. Et sur quelle base sur quoi est-ce qu'on va se baser pour transmettre cette facture? C'est que on va transmettre ces éléments en fonction de ce que le fournisseur aura mis dans sa facture. C'est-à-dire que c'est à vous, dans justement les données que vous nous transmettez, vous allez nous mettre l'adresse de routage du destinataire de la facture. Et c'est là qu'intervient l'annuaire, c'est-à-dire que nous, à partir de ces données, alors c'est de la responsabilité du fournisseur. C'est lui qui doit se mettre d'accord, ça reste des relations client-fournisseur, il doit se mettre d'accord avec ce client pour savoir sur tel type de facture, à quelle adresse de routage il doit l'envoyer. Et nous, à partir de là, on se base sur l'annuaire, on vérifie que l'adresse de routage existe bien, qu'il y a bien le PDP en face, et on transmettra en fin de chaîne la facture au destinataire, du moins à la PDP qui gère la réception de ces factures. Donc ça, c'est sur la partie invoicing. Alors, j'ai quelques questions. Oui, Alors ça c'est Gabriel, mais je pense que il n'a pas encore répondu. C'est n'y a-t-il pas aussi du e-reporting en tas d'autoliquidation de TVA sur facture fournisseur? Je pense que c'était quand j'étais quand j'évoquais c'est le flux d'e-reporting.
Donc il a une question là-dessus. Ouais. Et donc, oui, il y a, mais tout ça, c'est au niveau de notre module d'éligibilité où on vérifie justement ces types d'éléments, de l'autoliquidation notamment, et de voir dans ce cas-là s'il y a exonération ou pas, c'est-à-dire si ça rentre dans le cadre du réforme ou du hors réforme, et puis derrière, justement, si ça implique la gestion du reporting ou du invoicing. Mais Mais ça, à la limite, comme on a une slide sur le module d'éligibilité, on oui, en oui, reparlera oui. peut-être à ce Ouais, moment-là. ouais. Pour avancer, j'ai deux questions auxquelles je pense que je peux répondre. Manque la gestion des statuts sur schéma. Alors non, c'est la flèche avec cycle de vie, Ludovic. Oui, alors Cycle de vie et statut. oui, alors c'est macro parce Ouais. qu'effectivement, il peut y avoir en bout de chaîne aussi des statuts qui remontent, pardon, qui remontent de la PDP du client, Oui, qui entre PDP. refuse par exemple la facture. Mais là, pour faire simple et macro, je ne pouvais pas mettre tous les éléments. Mais effectivement, hein, il y a tout ce qui est cycle de vie, statut, de bout en bout. Et Jean qui demande est-ce qu'on peut rappeler juste spécifier ce qu'il y a dans l'annuaire en disant est-ce qu'il y a uniquement la liste des entreprises destinataires ou aussi les services et codes routage? Alors, alors au niveau, j'en parlerai peut-être au niveau réception plutôt, sur les D'accord. flux entrants, parce que c'est là que c'est important, parce Ok, que je c'est là que passe à la c'est, slide suivante alors. ouais, parce que c'est là que c'est vous qui allez faire le choix de savoir sur quelle granularité vous souhaitez alors, sur les flux entrants. Alors, sur les flux sortants, c'est simple, hein, c'est l'adresse de routage, c'est le client, le destinataire de la facture qui doit vous le transmettre. C'est tout. Sur le flux entrant, effectivement, la première chose, c'est de voir sur quelle granularité vous souhaitez vous router vos factures. C'est-à-dire que l'annuaire permet plusieurs choses. Donc, pour ce qui est simple, c'est-à-dire si vous avez une gestion centralisée de vos factures euh, et que tout se fait au même endroit, on peut très bien se baser sur le sirène et ça suffit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est plus vous mettez de granularité et plus il peut y avoir des erreurs de routage, c'est-à-dire en réception, plus vos fournisseurs peuvent se tromper dans l'adresse de routage qu'ils mettent. Donc, il faut essayer de... Le but, c'est que ça corresponde à vos besoins sans pour autant essayer d'aller trop dans le détail. C'est-à-dire que pour moi, il y a effectivement, si tout est géré au même endroit, s'il n'y a pas de spécificité, par exemple pour un métier donné, pour moi, le sirène suffit et ça permet de gérer l'ensemble de vos factures. Deuxième étape, c'est de dire, alors ok, moi, un sirène, ça me suffit, mais par exemple, en réception, j'ai des contrôles métiers différents, où je veux alimenter des systèmes d'information différents de mon côté. Donc ça veut dire que nous, en tant que PDP, PDPOD, on va devoir nous faire des traitements spécifiques. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien dire, je mets un sirène et je mets le suffixe qui permet de déterminer le métier. Et nous, en tant que PDP, à réception, on aura récupéré une facture avec le sirène qui correspond au vôtre, et puis derrière un suffixe qui nous dit quel métier ça concerne. Et derrière, ça nous permettra, nous, d'orienter vers un traitement spécifique, parce que pour tel type de métier, vous avez besoin de contrôler certaines choses avant qu'on vous la transmette, ou parce que derrière, ça va alimenter un SI particulier dans votre système d'information, et donc un format spécifique, donc ce qu'on appelle un mapping spécifique, qui vous sera transmis. Et derrière, donc je vois qu'il y a pas mal de questions sur l'annuaire. Et sinon, après, effectivement, si vous avez des choses spécifiques au niveau d'établissement, par exemple, et ben là, on peut faire sirène, sirette, et puis ainsi de suite, et descendre même jusqu'au le fameux code de routage qui peut correspondre à plusieurs choses chez vous au niveau de l'information. Mais descendre sirène, sirette avec des codes de routage, alors, on peut le faire, hein, tout est possible, mais il faut que ce soit vraiment justifié parce que ça va engendrer, on le sait déjà, on en discute entre nous, PDP, ça peut engendrer pas mal d'anomalies au niveau du routage. Alors, je ne sais pas s'il y avait Tu veux dire des... que ça augmente les risques d'erreur?
plutôt Bah, c'est que. toujours pareil, c'est Mm. plus il y a de complexité, plus ça engendre des erreurs. Donc, il y a deux choses, c'est-à-dire que de la même façon qu'en sortant, c'est vous qui allez mettre l'adresse de routage, en entrant, c'est vos fournisseurs qui doivent mettre le bon code de routage. Donc, ça va être à vous aussi de voir avec eux en leur disant, pour tel type de facture ou tel métier, tu dois m'adresser la facture à telle adresse de routage. Oui, oui, oui. On reviendra sur les questions, je pense, puisqu'on a une slide sur l'annuaire. Euh, Alors, est-ce que tu étais allé au bout? Pas non, encore. non, non, Ouais. parce que là, donc, on reçoit une facture de la même façon que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réception, on n'est pas limité aux factures de la réforme. Là, on peut recevoir deux choses. On peut recevoir des factures domestiques et des factures de l'international. Donc, le principe, c'est toujours le même, hein, on fonctionne tous plus ou moins de la même façon. On récupère ces données-là, on les déverse dans notre pivot, qui est toujours le même. Et à partir de là, on lance le module d'éligibilité qui est un peu plus light en réception, c'est-à-dire qu'en réception, il n'y a pas la gestion du flux en Y, des choses de ce type-là. La seule chose que l'on doit savoir, c'est si c'est du B2B international, si vous recevez une facture d'une entité à l'international, il va falloir, nous, que l'on gère un e-reporting. Alors là, on est dans le invoicing, donc il n'est pas noté, mais c'est pour ça qu'il y a le module d'éligibilité. Sinon, on reçoit une facture et on traite une facture. En fait, on se fait aussi beaucoup d'idées sur la réforme, mais dans le cadre de la réforme, on parle aussi, par exemple, beaucoup des cas d'usage, mais en tant qu'opérateur de démat, ces cas d'usage, on les gère déjà au quotidien. Moi, j'ai tendance à dire que la réforme, c'est quoi? C'est l'opérateur de démat, tel qu'on le faisait, interopérer, tout ce que l'on veut, sauf que la DGFiP souhaite qu'on y ajoute quelques données supplémentaires qui sont essentiellement liées à la gestion de la TVA et que lors du traitement de chaque facture, on lui transmette ces éléments de TVA. Sinon, le traitement de la facture, ça reste un traitement tel qu'on peut le connaître aujourd'hui dans le cadre des opérateurs de démat. Donc, alors, je ne sais plus, j'avais une question. Alors, La ce dernière que je propose. question peut être intéressante. Ouais, alors par contre, il y a beaucoup de questions. Ouais, Je pense qu'il faut peut-être qu'on accélère et qu'on les garde ouais, pour la fin, comme ça on les traite toutes les unes après les autres. Ça te ouais, va? vas-y. Sinon, je vais passer mon temps à te couper. Et en Hmm. fait, en plus, il y a deux fenêtres de questions. Tu as les questions-réponses et tu as la discussion de webinaire. Donc, D'accord. on double les challenges. Ok, bon, bah, passe. Donc ça, on parlait tout à l'heure du module d'éligibilité. Donc, en fait, le module d'éligibilité, c'est pour faire le tri, on verra en sortie, mais il y a les éléments les plus importants, c'est le type de document. Alors, on sait que la DGFiP autorise un certain nombre de types de documents. Les autres seront hors réforme. Alors bon, on retrouve ce que l'on gère au quotidien, hein, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Le cadre de facturation, alors ça, souvent, ce sont des données qui ne sont pas forcément connues ou pas forcément transmises de la part du fournisseur. Donc tout ça, ça fait partie du travail en amont dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la matrice de correspondance, eh ben, c'est là qu'on discute cadre de facturation. Alors, cadre de facturation, c'est quoi? Si je donne un exemple, par exemple, c'est là qu'on va retrouver si c'est une facture de bien ou de service. Donc, ce sont des éléments qui ont leur importance. Après, il y a effectivement le régime de TVA. C'est là qu'on va aller voir notamment bah, s'il y a de l'autoliquidation, des choses de ce type-là, si c'est exonéré et pour quelles raisons. Les entités présentes, c'est-à-dire s'il y en a deux ou s'il y en a plusieurs, hein, c'est-à-dire qu'on peut transmettre, alors même si pour l'instant ils ont retiré les cas d'usage des spécifications, ça reste vrai qu'une facture, s'il y a la présence d'un facteur, bah, il est de bon ton de transmettre le duplicata de la facture au facteur. Donc tout ça, il faudra le voir. Et puis derrière, de vérifier que ces entités sont bien assujetties et sont dans l'annuaire. Et puis la notion des codes pays pour savoir si effectivement c'est des domestiques à l'international. Et puis d'autres données, alors la liste n'est pas exhaustive, mais les montants payés à payer, c'est par exemple la gestion du cas d'usage, une facture déjà réglée, parce que dans ce cas-là, il va falloir qu'on gère en automatique un cycle de vie encaissé. Et tout ça, ça nous permet de trier les factures en sortie et d'adapter le traitement.
Donc, on va avoir les factures hors réforme soumises au e-reporting. Alors, pourquoi hors réforme? C'est que une facture à l'international et facture du B2C, par exemple, eh ben, il n'y a aucune règle, c'est-à-dire qu'on peut continuer de fonctionner comme on le fait aujourd'hui. La seule règle, c'est que pour chacune de ces factures, on doit transmettre un e-reporting à l'État. Deuxième cas de figure, c'est une facture hors réforme non soumise au e-reporting. Ben, ça peut être, voilà, c'est une facture avec de l'exonération, et puis donc ça sort de la réforme, et on va le traiter comme un flux dématérialisé EDI simple qui ne rentre pas dans le cadre de la réforme. Et dernier cas, c'est les factures réformes soumises au inboxing. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, on va retrouver le B2B. Alors le B2G, pareil, je mets une parenthèse, c'est-à-dire que lors du dernier atelier, je sais plus, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec la DGFIP, bon, le cas du B2G n'est pas encore réglé, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a des difficultés, ils ont des difficultés à faire rentrer tout ce qui était gestion de chorus au niveau du portail de l'État, enfin du portail du PPF. Et donc, ce qui est envisagé dans un premier temps, c'est de continuer à traiter le B2G comme on le fait aujourd'hui. Donc, ça veut dire que lorsqu'on passera dans le module d'éligibilité, lorsque l'on verra que c'est du B2G, eh ben, on sortira certainement de la chaîne telle qu'on l'a conçue là, pour la rentrer dans la chaîne existante gestion via Corps. Tu Merci. peux. Je pense que je peux passer avec le prochain Zoom, Ouais. qui est celui sur l'annuaire. Alors, il y avait beaucoup de questions relatives à l'annuaire. J'en profite juste rapidement pour peut-être les regrouper. Donc, on va rappeler un petit peu ce que c'est. En cas de code routage, avez-vous aussi en charge le contrôle de ce code routage? Donc, ça, c'est une première chose, que tu l'as en tête juste. Vous parlez de sirène, mais nous utilisons le Siret. Est-ce que c'est un problème? Euh, alors, ouais, enfin, il y a Olivier qui avait posé une question qui était relative à la slide précédente. Donc, bon, c'est Ouais, compliqué. alors, Bon, ouais, je te laisse lire ouais. la slide et puis Oui, oui. ça Donc, va être compliqué. au niveau de l'annuaire, donc, en fait, il y a, au niveau des codes routage, c'est effectivement à voir ensemble. Nous, la responsabilité des PDP, c'est de mettre à jour l'annuaire en fonction de ce qui a été discuté entre vous et nous. Donc, si vous nous dites, nous, ce qu'on veut absolument, c'est une granularité, effectivement, sirène, sirette, code routage, eh ben, on en discute ensemble, on voit effectivement si c'est pertinent, on essaie de vous orienter, et puis ce code routage, en fait, il vous est propre. C'est-à-dire que, idem pour la notion de suffixe, ça vous est propre. Vous pouvez très bien mettre dans un suffixe, je ne sais pas moi, fourniture de bureau ou enfin, pas dans ce format-là, mais quelque chose qui est parlant. C'est pas. Et donc nous avons, parce qu'aujourd'hui, là, suite à ce qui s'est passé avec la DGFIP et la FNFE, c'est que les PDP, elles seules, peuvent mettre à jour l'annuaire et récupérer les modifications. Donc, là, ces codes routage, on les mettra en fonction de ce que vous nous direz. C'est-à-dire que tout ça, c'est des discussions. Le suffixe, on peut mettre plus ou moins ce que l'on veut. Le code routage, de la même façon. Les discussions, ce sera de savoir si c'est vraiment pertinent, si dans le cas de votre activité, c'est strictement nécessaire. Et puis, si c'est le cas, ben, on mettra à jour l'annuaire en fonction de ce que on s'est dit. Donc, en fait, là, vous, entreprise, vous êtes situé à droite. Donc, en fonction de ce qu'on s'est dit, de ce que vous souhaitez au niveau réception, alors je rappelle, oui, que l'annuaire, en fait, c'est la liste des entreprises assujettis se déclarant comme récepteurs d'eau. Ce n'est pas destiné aux émetteurs. Donc, ce sont les sociétés, les entités qui disent, moi, je suis dans le cadre de la réforme et je suis assujetti et je souhaite recevoir mes factures de telle ou telle façon. C'est ça l'annuaire, c'est en réception seulement. Et donc là, vous avez pris le choix en disant, en réception, je veux que ça fonctionne de telle façon, par exemple, sirène suffixe.
vous allez nous transmettre d'une façon ou d'une autre, hein, ou via une IHM, ou en discutant, ou via un flux, parce que c'est possible aussi. Nous, on va récupérer ces éléments et on va mettre à jour l'annuaire centralisé au niveau de l'AIFE. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir un traitement au niveau de l'annuaire. Et nous, à J+1, on va récupérer l'ensemble des modifications qui ont été faites dans l'annuaire. Et si vous le souhaitez, on peut vous les mettre à disposition, ou du moins, vous pouvez les consulter aussi sur notre portail. Et ainsi, une fois que l'annuaire a été mis à jour, eh ben, vos fournisseurs pourront consulter et voir ce que vous avez mis, vous, dans l'annuaire. Et les clients, eux, pareil, vos clients mettront à jour dans l'autre sens cet annuaire et vous récupérerez les informations via la plateforme Tessie. Parce que sinon, alors, il y a toujours possibilité de se connecter au portail, mais c'est des recherches ponctuelles, unitaires, donc ça peut être un peu lourd. Donc, les PDP, alors nous, mais d'autres, hein, proposent un service de gestion de l'annuaire, de consultation de l'annuaire, qui sera peut-être certainement un peu plus utile à vos services. Alors derrière, il y a un autre zoom qu'on avait prévu de vous passer, qui est celui sur les reporting, ce coup-ci de transactions. Oui, alors là, on est effectivement dans le cas du e-reporting de transaction. Donc, je rappelle, hein, le e-reporting de transaction, c'est essentiellement dans le cadre du B2C. Donc, c'est une facture à transmettre à ou une personne morale non assujettie, et aussi le cas d'une facture à transmettre à une entité à l'international. Donc, dans ces deux cas, il n'y a aucune obligation sur la facture en soi. Par contre, il y a obligation de transmettre le reporting à l'État, donc via le PPF. Donc, pour nous, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que comme il n'y a aucune obligation, la facture, il n'y a pas d'obligation de la faire passer par la PDP, en l'occurrence via Tessie. Donc, on prend le cas, la facture transite par Tessie. Vous nous transférez la facture, on l'a vu dans les slides précédents. Nous, on détermine que c'est effectivement une facture vers de l'international, que ça nécessite, qu'elle n'est pas exonérée, qu'elle a tous les éléments qu'elle nécessite la gestion d'un e-reporting. Là, dans ce cas-là, étant donné que nous avons les données de la facture, nous allons transmettre la facture dans le format demandé, mais en parallèle, nous avons tous les éléments pour créer, nous, en automatique, le e-reporting qui va bien. Alors, le e-reporting, donc c'est toujours pareil, hein, on va le faire à chaque passage de facture dans ce cas-là. Et puis derrière, en fonction du calendrier, hein, il y a un calendrier qui est fourni par la DGFiP, qui, en fonction du régime de TVA, la plupart du temps, c'est le 10, le 20 et à la fin du mois, on doit transmettre l'ensemble des e-reporting à l'État. Alors, sur la partie reporting, c'est pareil, hein, je ne vais pas dans le détail sur ce qu'on doit transmettre à l'État, c'est toujours en discussion avec eux. Ils doivent revenir vers nous, donc ça sera mi-décembre, sur normalement une simplification des données du e-reporting. Donc, on attend de savoir ce qu'ils vont nous demander, mais on transmettra donc en fonction de ce qui sera demandé. Donc, ça, c'est le cas où, effectivement, les factures transitent par Tessie. Donc là, cas simple, hein, on a l'ensemble des éléments, on le fait de façon automatique. Deuxième solution, c'est que vous gérez, vous, vos factures B2C, vos factures à l'international, via mail, via papier, via ce que vous voulez, parce que, je répète, hein, il n'y a aucune obligation sur le sujet. Par contre, il y a l'obligation de transmettre le e-reporting à l'État. Donc, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, nous transmettre ces éléments-là. Alors après, ça peut se faire de plusieurs façons, hein. On va pas détailler ici, mais c'est dire, vous pouvez nous transmettre le duplicata de la facture que vous avez transmise à votre destinataire, et puis on fera le travail à votre place, ou vous nous transmettez les éléments sous forme de e-reporting tel que c'est demandé par l'État. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons pas donc extraire ces données puisqu'on n'a pas vu la facture, et ce sera à vous de prendre la main, et c'est vous qui en prenez la responsabilité, de nous transmettre ces éléments-là que nous, on mettra en forme, on fera tous les contrôles nécessaires demandés par le PPF, et nous les transmettrons selon le même calendrier à l'État via le PPF. La main et la plume, j'ai envie de dire.
Exactement. Si je passe à la suivante, on voulait vous donner donc une petite synthèse, pour avoir une, point de Oui, vue, alors mais ouais, celui-ci, celui-là, on va aller on va le passer assez parce que rapidement. Oui, de toute oui, façon, on parce vous qu'il va un enverra peu évoluer. les Mais slides, donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, il y a plusieurs choses dans les spécifications. Des fois aussi, il faut un peu se méfier, c'est-à-dire qu'entre ce qui est écrit et les tableaux ou les exemples, des fois, il y a un léger décalage. Donc, ça fait partie des discussions qu'on a avec eux. Mais voilà, il y a un tableau de synthèse qui est de dire, dans le cas de ce qui nous concerne, hein, c'est-à-dire que là, on est dans le circuit où c'est une PDP vers une PDP, c'est le seul circuit qui va exister demain. C'est dire, voilà, dans le cas du B2B domestique, eh ben, on voit e-reporting de transaction, eh ben, c'est le flux 1. Tous les autres, ça sera du 10.1 ou autre chose. Et puis, il y a la notion de e-reporting de paiement. Alors, effectivement, je n'en ai pas parlé jusqu'ici. C'est dire que dans le cas, alors, le statut encaissé est fortement préconisé. Le e-reporting de paiement et le cycle de vie encaissé est exigé dans le cadre d'un régime de TVA sur encaissement. La logique, c'est toujours la même, hein. C'est de dire que ce que souhaite la DGFiP, c'est avoir les éléments qui lui permettent de dire ah, la TVA est exigible à telle date. Donc, dans le cas du régime sur débit, bah, c'est à l'émission de la facture. Donc, on leur transmet le flux 1. Et puis, sur les factures avec un régime sur encaissement, bah, ils ont besoin de savoir à quelle date a été encaissée la facture, si c'est l'ensemble du montant, tout ou partie du montant de la facture, mais ils ont besoin d'avoir un montant et d'une date pour savoir que, effectivement, à cette date-là, ils peuvent réclamer la partie de TVA qui est concernée. Donc, si tu passes au suivant. alors, je vais passer, à la slide, suivante. Je pense que cette slide suivante, elle a pour but et on conclut en fait nous notre deck de slides par celle-ci, pour vous rappeler en fait un peu plus on va dire, pour allez, souligner un peu plus les messages forts et clés qu'on veut vous faire passer. Donc je te laisse les rappeler. Néanmoins, je pense qu'il y a un bon boulot, de réponse, au niveau des questions, et je pense que c'est là-dessus que tu es attendu, Fabien. Donc, bah, pour faire simple, hein, c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que le plus gros, surtout sur les flux sortants, c'est ce fameux dictionnaire de données. Une fois qu'on a réalisé ça, qu'on a vraiment revu ce qui était obligatoire dans le cadre de la réforme, ce qui était obligatoire dans le cadre de la démat de la facture, ce qui vous permet de gérer au quotidien les éléments au niveau métier, les différents cas d'usage, ça, c'est pour moi vraiment le point le plus important c'est ce que je vous ai expliqué. Une fois que ça c'est fait, on déverse dans un pivot et le reste, c'est du standard. Alors, c'est pas si simple que ça, mais vraiment, une fois que ce travail est fait et s'il est bien fait, bah, on a déjà une bonne chance de réussir. Et puis derrière, donc effectivement, dans l'autre sens, c'est la gestion de l'annuaire et des adresses de routage. Donc ça, c'est à voir ensemble, c'est discuter ce qui est pertinent chez vous, ce que vous souhaitez en faire. Euh, Moi, je participe à de nombreux ateliers sur ces sujets-là avec, avec nos clients. Et puis, voilà. Mais, on arrive toujours à trouver le bon compromis entre la granularité et faire en sorte que ça ne devienne pas une usine à gaz. Merci. Donc d'ailleurs, c'est en rapport quand même avec cette conclusion. Il y a un certain nombre de questions. Alors je vais passer, de façon tout à fait pratique et j'espère que personne se sentira